Donc, on va parler un peu des relations entre infection et allergie. C'est des lésions, c'est un sujet d'actualité, donc beaucoup de littérature a coulé à propos de ce sujet. Et puis donc, on ne sait pas, est-ce que vraiment c'est des lésions qui sont bénéfiques ou c'est des lésions dangereuses. Donc, comme vous le remarquez, on a commencé à s'intéresser à cette thématique lorsqu'on a voulu comprendre un peu pourquoi il y a une augmentation de la prévalence des maladies allergiques. Vous savez, donc il y a une augmentation exponentielle partout dans le monde. Le Maroc n'échappe pas à cette augmentation. Et puis donc, on a commencé à s'intéresser à tous les paramètres auxquels est exposé un bébé depuis la vie intra-utérine jusqu'à son décès. Donc tous les facteurs non génétiques de l'environnement, donc ce qu'on appelle un exposome. Et là, c'est tout un sujet vaste de l'épidémiologie qui s'intéresse un peu à cette thématique. Donc parmi ces paramètres, on s'est beaucoup intéressé au rôle du microbiote, à l'exposition aux allergènes, à l'impact de la pollution, l'impact du tabac, le changement climatique joue également un rôle très important, et puis l'impact de l'épigénétique. Donc l'impact des micro-organismes a été étudié, donc c'est ce que nous allons voir un peu dans ce topo. Donc je vais commencer par deux grandes parties, un peu les grandes théories qu'on a vues ces derniers temps, et puis donc le rôle de ces micro-organismes. Donc la première hypothèse qui a été émise, c'est l'hypothèse un peu hygiénique, c'est l'hypothèse hygiénique. Alors donc c'est un auteur allemand, ça a commencé vers les années 60-70, où on a commencé à s'intéresser à ce sujet. Donc un courant venu de la Suède qui a remarqué que les maladies allergiques, en particulier la rhinite, étaient plus fréquentes en milieu rural plutôt qu'en milieu urbain. Quelques données sont venues par la suite du Canada, mais c'est Strachan, un épidémiologiste anglais, qui a un peu signé l'acte de naissance de cette théorie hygiéniste. Donc, il publie en 1980 un petit article de 2 pages, mais qui a vraiment bouleversé les données admises jusqu'à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il a montré sur une cohorte ayant suivi plus de 17 000 enfants pendant à peu près un quart de siècle, que plus il y a d'enfants dans la fratrie, moins il y a d'allergies dans cette fratrie. Donc l'hypothèse, c'était que des infections croisées protègent contre le développement de l'allergie, et surtout donc les benjamins, les cadets, étaient moins atteints que les aînés. Donc c'était un peu le début de la théorie hygiéniste. Voilà, c'était une hérésie un peu intellectuelle pour l'époque, un peu c'était Copernic de l'épidémiologie. Ça a été accueilli avec beaucoup de scepticisme. Et puis donc, il y a eu par la suite d'autres études qui ont venu corroborer un peu cette donnée, en particulier ces études venues de l'Allemagne, par une auteure, Erika von Mutis, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui s'est intéressée un peu à comparer la prévalence de l'asthme et des allergies dans 2 populations génétiquement similaires, mais séparées par un mur. Alors, le postulat de départ était que l'Allemagne de l'Est étant plus polluée, et s'attendait à ce qu'il y ait plus d'allergies, plus d'asthme dans cette population. Donc, mais à la grande surprise, ce qui était trouvé, c'est que l'Allemagne de l'Ouest, le niveau économique était plus élevé, il y avait donc moins d'infections, mais plus d'allergies plus tard, contrairement à ce qui s'est trouvé au niveau de l'Allemagne de l'Est. 10 ans plus tard, la même étude est reconduite, et puis là, ça s'équilibre entre les 2 populations similaires. Alors il y avait par la suite la chute du mur de Berlin, la perestroïka, Poutine, qui à l'époque, donc pour la petite histoire, il était agent de la KGB au niveau de l'Allemagne de l'Est, et il a très mal vécu un peu cette cassure, un peu cette chute du mur de Berlin et cette fuite des Allemands de l'Est vers
l'Allemagne de l'Ouest. Je crois qu'on vit aujourd'hui encore les répercussions et les conséquences de cette blessure narcissique. Alors après, donc, il y avait donc, toujours dans le même sens ce qu'on appelle le farm effect. Et là également, donc, c'est toujours cette auteure allemande que j'ai eu le plaisir de croiser. Donc j'ai beaucoup appris auprès de cette dame qui a montré également que vivre dans une ferme aurait un rôle protecteur. Alors l'idée donc c'était que l'exposition aux endotoxines bactériens par la modulation qu'ils entraînent au niveau du système immunitaire entraînerait donc un effet protecteur. Alors, est-ce que c'est le rôle des fermes qui est protecteur? Est-ce que tout ce qui va avec, l'activité, le mode d'alimentation? Donc, ça a été très étudié, mais c'est les petites fermes, pas les grandes fermes américaines, où on voit un peu le contraire qui arrive. Alors, donc, là également, des critiques commencent à tomber pour critiquer un peu cette théorie hygiéniste. Alors, il a été démontré que ces derniers temps, on assiste finalement à une stabilisation de la prévalence de l'asthme, du moins dans certains pays. Ça ne veut pas dire pour autant que le niveau d'hygiène a diminué. Donc, et puis, donc, on a remarqué que l'augmentation de l'asthme, il existe plus un peu parmi les non-atopiques que les atopiques. Il a été également démontré qu'il y a une discordance selon qu'on parle de l'asthme ou des allergies alimentaires ou de l'eczéma. En effet, après la première vague de l'asthme, on assiste maintenant, et là nous le vivons au Maroc, à une deuxième vague d'allergies alimentaires et d'eczéma. Ça, c'est pour diverses raisons, changement comportemental ou des erreurs un peu dans les recommandations scientifiques. En tout cas, le constat, il est là. Donc, l'augmentation de l'allergie alimentaire ne suit pas toujours la diminution, du moins dans certains pays. Et puis, dans certains pays, notamment aux États-Unis, une communauté donc, très pauvre, mais où le niveau d'hygiène a augmenté, on continue à avoir une augmentation parallèle de la prévalence de l'asthme. Donc, c'était des hypothèses un peu contre la théorie hygiéniste qui vraiment se base sur cette dualité TH1, TH2, ce paradigme qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 90. Mais après, donc, il y avait d'autres paramètres qui sont intervenus, les T régulateurs, les TH17, beaucoup de paramètres qui sont intervenus. Alors, on a commencé donc à réviser cette théorie, on a commencé à parler des micro-organismes, du microbiote, dit que les microbes finalement ne sont pas des ennemis, mais ils pouvaient avoir un rôle protecteur. Donc c'était la théorie des anciens amis, et que l'exposition à ces micro-organismes pouvait avoir un rôle protecteur. Donc, après, donc, c'est l'introduction un peu à la théorie du microbiote qui est venue quelques années plus tard. Et puis, donc, ce microbiote, donc, il s'installe très tôt, donc il faut absolument préserver, et qui est impliqué dans beaucoup de pathologies et dont l'altération pourrait jouer un rôle dans la susceptibilité aux maladies allergiques. Donc, surtout donc, chez le jeune enfant, les premières années, ce qui coïncide avec la maturation du système immunitaire. Donc, il a été noté qu'il est très important de préserver ce microbiote, et tout ce qui peut l'altérer pourrait favoriser un peu l'apparition de l'allergie et des maladies inflammatoires, en déviant un peu la fonction immune vers une voie TH2 favorisant l'apparition des allergies. Donc, ainsi, donc, s'est intéressé à la résidence, à la fratrie, le mode d'allaitement, le mode de délivrance. On rappelle que la césarienne il y a beaucoup d'articles qui ont montré que l'extraction par césarienne favorise l'apparition de l'allergie. Le contact avec les animaux, on a parlé du rôle de la vie dans une ferme, et puis l'exposition précoce microbienne. Alors donc, et puis donc
usage des antibiotiques qui peut être délétère, qui, hélas, parfois, ces antibiotiques sont prescrits pour des infections virales, ce qui est vraiment injustifié, une aberration intellectuelle. Et justement, c'est ce rôle des virus que nous allons voir un peu dans une seconde partie. Or, les liens donc, entre virus et allergies sont bien documentés, comme l'illustre un peu cette plaque. Donc, on va parler du rhinovirus, du virus de la grippe, du corona, entérovirus, donc tout peut avoir. Mais il y a deux virus qui se taillent la part du lion, c'est le VRS et l'adénovirus. Alors, ces liens ont été très bien étudiés, donc il est bien documenté que la pénétration de virus, le professeur Jamila tout à l'heure a montré que l'atteinte de la barrière épithéliale favorise la pénétration des allergènes, une inflammation bronchique, et donc ça favorise toute cette cascade de médiateurs inflammatoires et l'installation et la pérennisation de ces phénomènes allergiques. Donc ça, c'est bien documenté. Il y a beaucoup de données dans la littérature donc, concernant ce sujet. Alors les mécanismes, on en parlait un peu ce matin, mais le rôle de l'interféron est bien documenté et une réponse aberrante de l'interféron pourrait jouer un rôle très important en favorisant cette réaction inflammatoire due au virus. Est-ce que les virus agissent de la même façon? Donc on a dit que les deux virus qui se taillent la part du lion, c'est le VRS et le rhinovirus. Il y a quelques années, on a insisté beaucoup sur le rôle délétère du VRS. Et on sait, tous les pédiatres le connaissent, le lien entre bronchiolite et asthme. Mais ce qui a été démontré dernièrement, c'est au niveau du VRS, c'est plus la sévérité de l'épisode qui jouerait un rôle dans l'installation de l'asthme ou de l'allergie. Donc, il a été également démontré que l'atteinte virale favoriserait la pénétration des allergènes, donc augmenterait les sensibilisations et puis donc l'apparition de maladies allergiques. Alors, le rhinovirus, on va vous dire un mot un peu tout à l'heure, c'est ces dernières années qu'on a commencé à s'intéresser à ce rhinovirus. Ça, c'est un article qu'on a fait dans le service avec une équipe espagnole et australienne, où il a été démontré que le rhinovirus de type C est le plus associé à l'asthme et au sifflement, alors que le rhinovirus A était plus associé aux pneumonies. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sérotypes de rhinovirus et tous ne donnent pas le même impact. Alors, comment donc agit ce rhinovirus et quelles sont les différences? Le parcours de la littérature montre qu'il agit tardivement par rapport au VRS et qu'il surviendrait plus chez un terrain atopique. Alors, ça dépend de à quel âge on le fait. Alors, si la lésion est faite précocement, donc elle multiplie le risque par 3 de faire un asthme, un sifflement, survient à l'âge de 2 ans, donc ça multiplie par 7. Et puis, donc, survient à l'âge de 3 ans, c'est des proportions dramatiques d'allergie et d'asthme qui s'installent. Vous voyez, donc, plus on fait tardivement, plus l'impact pourrait être important. Alors, cette étude également, elle est très importante. Donc, elle illustre, elle a concerné une cohorte d'enfants qui était suivie depuis la naissance jusqu'à l'âge de 13 ans. Et elle a essayé de chercher quel est le rôle entre les rhinovirus, la sensibilisation et le risque à l'adolescence. Ce qui ressort de cette étude, c'est vraiment que les sensibilisations favorisent l'apparition de l'allergie. Chaque facteur pris tout seul a un impact positif de risque sur la survenue d'asthme et d'allergie plus tard, mais quand ils sont associés, le risque est majoré. Et ce risque demeure jusqu'à l'âge de 13 ans. On le voit dans les grandes études. Plus l'effet se conjugue, plus
l'effet est délétère. Donc, c'est comme si on a une action synergique. Donc, les sensibilisations, les sujets sensibilisés auraient plus de risques à faire de l'asthme s'ils font un adénovirus. Donc également, il a été démontré que l'impact de l'adénovirus survient donc également chez des sujets qui auraient une atteinte fonctionnelle qui les prédispose à l'asthme. C'est ce qui a été également démontré auparavant pour le VRS. On va y revenir. Mais la question qu'il est légitime de se poser, c'est si les virus ont un impact sur l'asthme, est-ce que le contraire n'est pas vrai? Je crois que c'est légitime de se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une prédisposition où les sujets atopiques ou sensibilisés auraient une prédisposition à faire des maladies allergiques ou de l'asthme? Alors, il a été démontré qu'il y a une fréquence des infections virales chez les enfants atopiques par rapport au groupe témoin, donc dans plusieurs études. Et puis, donc, on le voit dans la pratique un peu de tous les jours, que parfois, les infections virales précèdent de quelques semaines l'apparition de l'allergie. Alors, il y a cette cohorte qui est également très intéressante, alors, qui a montré qu'il y a une relation entre la sensibilisation et les infections par rhinovirus. C'est comme si la sensibilisation précédait un peu l'atteinte par rhinovirus. Alors, est-ce qu'il y aurait une susceptibilité à faire des bronchiolites? Est-ce que la bronchiolite serait la manifestation première de l'allergie? Je crois que c'est une question qu'on peut se poser. On a dit tout à l'heure que peut-être qu'il y a une diminution de ces sujets de la réponse antivirale, notamment par le biais de l'altération de la réponse, de la production de l'interféron gamma. C'est un peu ce qu'on a dit pour le Covid et les formes sévères. Alors, toujours dans ce sujet, donc, cette étude que vous connaissez tous de Martinez, qui a suivi un peu prospectivement, donc pendant 6 ans, les enfants qui ont sifflé. Donc, il y avait plusieurs sous-groupes, des enfants qui ont sifflé à 3 ans, qui ont continué à siffler à 6 ans, et puis des enfants qui ont sifflé à 3 ans, qui se sont arrêtés de siffler. Et il a été démontré que dans ce groupe de poules de bébés siffleurs, il y a certes des enfants qui vont s'arrêter de siffler, mais il y a beaucoup qui ont une prédisposition au sifflement et qui avaient une altération de la fonction respiratoire déjà au départ, parfois aggravée par le tabagisme passif. Donc vous voyez que finalement, le rôle entre virus et allergie, asthme pourrait être discuté dans les deux sens. Alors, ça c'est pour résumer finalement ce qu'on a dit, c'est que le rhinovirus pourrait être survenu chez les sujets sensibilisés. Donc c'est comme s'il y a une prédisposition chez ces malades à faire des infections à rhinovirus. C'est ce qui favoriserait l'apparition d'allergies. Et puis le VRS, c'est plutôt par la sévérité, par l'impact qu'il induirait un petit peu cette réaction inflammatoire. Alors également, donc, le terrain, il est très important que tout le monde ne répond pas de la même façon. Tout le monde ne siffle pas quand il fait une infection à VRS. Tout le monde ne fait pas une infection basse. Tout le monde n'est pas hospitalisé. Et sans doute, la génétique, d'autres facteurs interviennent dans cette réponse. Donc, il y a plusieurs cofacteurs. Et puis, donc, il y a beaucoup de choses qui demeurent en pointillé concernant un peu ce sujet. Alors finalement, notre question qu'on pourrait se poser, est-ce que les infections virales pourraient avoir un facteur protecteur? Ça a été un peu étudié au niveau de pas mal de publications, notamment en Afrique, qui ont montré que les enfants qui ont fait une hépatite A feraient moins d'allergies plus tard et d'asthme. Donc c'est un peu dans le sens de la théorie hygiéniste. Et puis il a été démontré que la sensibilisation à l'arachide est diminuée chez les personnes qui ont fait donc une hépatite A. Donc voilà, c'est un petit peu les liens entre les virus et l'allergie, mais il y a beaucoup de gaps qui persistent. En particulier,
est-ce qu'il y a ces causes ou conséquences? Quel est le rôle de l'atopie? Quel est le rôle spécial de certains virus? Pourquoi certains deviennent asthmatiques, d'autres non? Quel est l'impact de la génétique? Quel est l'impact de l'environnement? Donc il y a beaucoup de trous qui restent dans la raquette. Alors maintenant, donc, on va parler de bactéries. Donc très rapidement, donc, on a parlé tout à l'heure de polysaccharides et les endotoxines et leur rôle dans le développement de l'allergie, en particulier dans ce qui expliquait un peu le mécanisme du farm effect. Alors le mycoplasme également a été bien étudié, donc et son rôle dans les exacerbations d'asthme, mais dans la vraie vie, donc quand on fait des prélèvements, rarement on tombe un peu sur le mycoplasme. En tout cas, ça a été souligné dans certaines données de la littérature. Alors, là, c'est un travail un peu très intéressant sur le rôle protecteur de l'hélicobacter contre le développement de l'allergie. Donc, il a été démontré que par le Helicobacter pourrait donc avoir un effet protecteur en diminuant un peu le reflux et en déviant la réponse plus vers une réponse TH1 plutôt que TH2. Alors, le rôle de la tuberculose a été très étudié. Donc, le BCG est un vaccin vivant activé. On a beaucoup parlé du BCG lors du Covid. Il a discuté, est-ce que le BCG pourrait jouer un rôle dans la prévention des allergies? Il y a beaucoup d'études dans le monde animal qui ont été faites, qui ont montré que la stimulation par le BCG pourrait avoir un rôle protecteur. Quel est l'impact chez l'être humain? Il y a 2 études, une au Brésil et une en Inde, au Japon plutôt, qui ont montré que l'administration de BCG pourrait diminuer la survenue de maladies allergiques, mais les données sont encore ambiguës. Peut-être qu'on a le BCG, il est un peu archaïque, il doit être un peu modifié, un BCG modifié génétiquement ou des restimulations un peu fréquentes par le BCG. Alors, le rôle des parasites également a été très étudié. Donc, comme je disais, donc c'était un peu les données initiales. Les IgE ne s'occupent plus de parasites, ils s'ennuient, ils commencent à s'occuper des maladies allergiques. Ça a été très donc, publié dans beaucoup de données. Et il a été démontré que les sujets polyparasités font moins d'allergies plus tard. Or, c'est pas tous les parasites n'ont pas le même impact. Et voilà en particulier le Toxocara canis qui augmenterait le risque de survenue d'asthme. Alors, on va arriver à l'allergie au Covid sans vouloir perforer ce que va dire tout à l'heure Younes, mais juste pour dire que l'impact de cette épidémie donc, sur les maladies allergiques, on a remarqué qu'il y a une augmentation des malades de la rhinite allergique, peut-être le confinement, la vie à domicile, mais en tout cas donc pour l'asthme, on l'a vu un peu dans nos hôpitaux, une diminution de recours aux urgences. On a discuté énormément le rôle protecteur peut-être le rôle protecteur de la corticothérapie inhalée, la faiblesse des récepteurs un peu chez ces sujets, donc ACE2. Mais en tout cas, le débat est encore ouvert. Et je crois qu'on a beaucoup discuté. Est-ce que vraiment c'est d'actualité de parler de Covid quand on organisait un peu le congrès? Je crois que maintenant, la petite vague qu'on vit nous a finalement donné raison. Et c'est pour insister encore une fois sur la vaccination et qu'il n'y a aucune contre-indication chez l'enfant allergique ou l'allergique en général, en dehors d'une allergie à une première dose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc, en conclusion? Donc, finalement, il ne faut pas tirer à bout de canon sur l'hypothèse hygiéniste. Certes, elle doit être révisée. Toutes les études épidémiologiques ne confirment pas cette donnée. Les infections virales sont une condition nécessaire mais non suffisante pour le développement de l'asthme. L'action du virus dépend de l'âge, de la sévérité, du type des virus, également du terrain. Mais il semble qu'une fois les symptômes d'asthme déclarés, les virus n'ont plus ce rôle protecteur et sans doute qu'il y a une action synergique entre d'autres intervenants. Donc, les maladies allergiques
sont très compliquées. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est des infections pourraient prédisposer à faire une infection virale, mais il faut que les infections virales n'entraînent pas des lésions épithéliales qui favoriseraient la pénétration des allergènes. Vous voyez que l'impact des virus, certes, il existe, mais il n'est pas seul, et on ne peut pas se baser sur ces données un peu pour donner des recommandations. La prévention, certes, c'est quelques conséquences préventives, en particulier, est-ce qu'il y a des vaccins, est-ce qu'on peut bloquer les récepteurs antiviraux? C'est des données sans doute de l'avenir qui nécessitent donc l'expérimentation et beaucoup de données, mais l'effet des virus est loin d'être clair. En tout cas, tout seuls ne peuvent pas jouer un rôle pour prévenir un peu la survenue des maladies allergiques. Vous voyez que pour ne pas faire de l'asthme ou de l'allergie dans votre progéniture, il faudrait que vous ayez une génétique particulière, que votre épouse ou votre conjoint n'ait pas de l'asthme, se débrouiller pour avoir énormément d'enfants, vivre dans une ferme, que votre gynéco n'est pas préconisé pour votre conjointe une césarienne, que votre pédiatre ne prescrit pas des antibiotiques pour chaque infection virale, que vivre dans une ferme, ne pas être exposé à un tabac, qu'on préconise et qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêts pour encourager l'allaitement maternel. C'est à ce prix seulement qu'on peut diminuer la survenue de ces maladies allergiques. Je vous remercie.